Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous, juste pour vous faire une petite introduction de l'épisode qui arrive. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à travailler avec Julien, qui va prendre en charge toute la partie réseaux sociaux, communication, augmenter la communauté du podcast Changer d'air. Et en fait, Julien, il m'a assez vite proposé de faire un épisode où ce serait lui qui poserait les questions et ce serait moi qui irais invité. Donc c'est un épisode un peu différent d'habitude. J'espère qu'il vous plaira et peut-être que j'en ferai d'autres pour partager d'autres idées. Bonne écoute. Bon Clément, bonjour. Salut Julien. On n'aurait pas déjà changé d'air ? Je pense qu'on est déjà enclenché, ouais. J'ai fait la fresque des civilisations, que je conseille à tout le monde il y a lundi soir. Et toute l'idée, c'est de montrer qu'il y a différentes civilisations. Chaque civilisation a la civilisation romaine, la civilisation... Il y a une vingtaine de civilisations, les Incas, les Aztèques, les Grecs, qui sont... En fait, à chaque civilisation, il y a un système de croyances et ça dure... Il montre qu'à chaque fois, en fait, il y a un changement, ce qu'il appelle un peu un espace intergénérationnel et qu'il est marqué par toutes les crises. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il y a un peu des crises en ce moment, il y a plein de choses qui se passent, il y a des les anciens pouvoirs qui se réveillent un peu en mode comme quelque chose qui est en train de mourir et qui dans un dernier sursaut essaye de faire ce qui est un peu ce qui se passe avec Trump, avec Elon Musk, tu vois, je sais pas si c'est le capitalisme qui est en train de changer mais pas loin. Et donc je pense qu'on est déjà en train de changer. Et à mon humble échelle, quand je vais en école d'ingénieur, dans laquelle j'étais il y a 7 ans, les jeunes n'ont pas du tout les mêmes aspirations d'ailleurs, que ce que nous on avait. Et ils n'ont pas les mêmes sensibilités, et donc ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Et j'ai l'impression aussi même qu'au niveau des dirigeants, et je rencontre avec le podcast, je rencontre de plus en plus de dirigeants qui sont très éveillés, tu vois, très conscients, et donc qui ont une volonté, encore une fois, une aspiration de dire, en fait, moi, j'ai fait ce truc de la croissance, c'était génial, j'ai joué aux règles du jeu qu'on m'avait proposé quand j'étais enfant et qui sont les règles du jeu qu'on a depuis 100 ans ou 200 ans, quoi. Et on a envie de les changer. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'elles changent et qu'elles évoluent vers un truc plus juste, quoi. D'accord, j'ai l'impression que tu as une vision plus globale que la vision purement écolo qu'on entend quand même beaucoup depuis plusieurs années et que ça englobe beaucoup plus large. Ouais, bah ça partait de l'écolo, hein. C'est ce qu'on disait avant, ça... Moi, c'est le truc écolo un peu qui me fait prendre une crise d'éco-anxiété. Ouais, il y a les animaux qui meurent, il y a la planète qui va mal, il y a rien qui va. Dans 50 ans, crise migratoire, enfin, ou même dans 20 ans, plus 4 degrés, tout qui fond, il y a les habitats qui disparaissent. Moi, c'est la biodiversité qui m'a fait beaucoup mal, en mode, en fait, la vie en train de s'éteindre sur la planète. Et même la vie humaine, tu regardes, tu prends un peu la vision pessimiste, tu te dis... Ok, mais en fait, maintenant, l'humanité, elle est rivée sur son téléphone, elle communique plus, elle parle plus parce que c'est un monde beaucoup plus individualiste que les communautés d'avant, donc tu peux être... Et donc, ça m'a fait un peu paniquer au début. Et comme tu dis, ouais, si tu prends un peu de recul, l'écologie n'est qu'un des pans importants parce que c'est l'environnement dans lequel on est, mais n'est qu'un des pans de ce qui se transforme, je pense. Et je reprends une idée de je sais plus qui, mais ce côté, un peu le siècle des Lumières, où on est passé d'une vision du monde très... Quelle était la vision du monde avant les Lumières ? C'était Dieu, globalement, qui gérait tout. Et il y avait les riches qui contrôlaient le truc, les pauvres qui travaillaient pour les riches, et c'était normal, c'était ça, comme ça qu'on voyait le monde. Et les Lumières ont un peu changé en disant, non, en fait, maintenant, on est un monde rationnel, la science peut faire avancer les choses, le savoir, il n'est pas écrit dans la Bible. Et en 100 ans, en fait, en 3 générations, les gens ne croyaient plus du tout à la même chose. Donc il y a eu un vrai changement de vision du monde. Et ça, c'est mon espoir de me dire, en fait, nos arrière-petits-enfants, ils rigoleront en disant, ils pensaient que tout était que matériel, qu'il n'y avait aucune connexion entre les gens. Ils pensaient que la nature, c'était une ressource dont on n'avait aucun lien avec elle. On était complètement... Tu vois, on a un truc où la nature, c'est une ressource, quoi. Et de plus en plus disent, non, la nature, faut quand même la prendre en tant qu'entité, en tant que lien avec nous. Si on détruit la nature, on se détruit nous aussi en tant qu'humanité. Et donc, c'est un peu le côté optimiste de Clément qui voit la transformation comme plus profonde et limite peut-être plus philosophique que simplement une transformation écolo, ouais. Est-ce qu'on n'est pas biaisé par l'ultra-focalisation sur notre époque ? Est-ce que tu penses que un jeune en 44, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a plus d'espoir qu'un jeune en 2024 ?
Ah, tu veux dire que on dit que tout va mal alors qu'en fait, si, complètement. Bah ouais, complètement. Et c'est même d'ailleurs un des trucs, moi, je pense qui va changer et qui peut changer, c'est ce point de vue. On se rend compte que le cerveau humain est fait pour être pessimiste. Et c'est pour ça qu'on est là, toi et moi. C'est parce que nos ancêtres, ils étaient pessimistes et qu'ils ont vu tous les risques et qu'ils sont focalisés sur ça pour survivre. Aujourd'hui, être pessimiste, ça sert plus à grand chose en vrai. Parce que moi, si je suis pessimiste, juste broyer du noir, ça va créer du stress, ça va me faire des maladies, puis ça va faire que je vais passer ma vie à être à être renfrogné, alors qu'en fait, si tu passes 10 ans renfrogné, c'est pas pareil que si tu passes 10 ans en mode la vie est trop belle, trop heureux de rencontrer des gens, d'aller découvrir le monde. Je parle vraiment d'un point de vue égoïste, hein. Enfin, je pense qu'être optimiste et voir la chance qu'on a, et genre, on n'a pas tous la même chance, en effet, quand tu grandis dans une famille avec des parents aimants, potentiellement avec des frères et sœurs, avec un jardin, c'est pas pareil que tu grandis dans une famille, et c'est pas une généralité, mais avec des parents divorcés, avec avec quelqu'un qui était violent, tu vois, ou dans une barre d'immeuble, t'as moins de chance que celui qui grandit dans la forêt, mais t'es quand même grandi dans un pays en paix, potentiellement, même si si tu grandis déjà dans un pays en paix, avec tous tes membres qui fonctionnent, on est quasiment sur le paradis. Et on n'est pas dans la guerre à l'époque. Il y a plein de problèmes, mais je pense vraiment que tu peux, si tu saisis ce qu'il y a à saisir et si tu arrives à dire, ok, les choses, si tu arrives à te focaliser sur le positif, à mes yeux, et c'est des expériences qu'on me raconte, c'est même pas une loi scientifique ou quoi, c'est moi, les gens qui me disent, en fait, ça fait 10 ans que je vous essaie de voir le positif, et en fait, ma vie est géniale maintenant grâce à ça. Est-ce que ce qui a changé finalement, c'est pas notre cheminement spirituel intérieur? C'est-à-dire qu'au final, quand tu regardes, tout va mal de manière, je crois à quelques exceptions près, on peut dire que la planète va mal d'un point de vue très écologique. On peut dire que il y a beaucoup de tensions dans le monde, mais j'ai envie de dire pas beaucoup plus de guerres qu'avant finalement. Quand tu y réfléchis, pas beaucoup plus de maladies qu'avant, donc au final, est-ce que c'est pas plutôt une prise de conscience globale et très très intérieure? Et c'est là qu'on va venir peut-être à ton concept aussi que tu reprends, mais qui est quand même un concept que tu développes pas mal, d'écologie intérieure. Mmh. Est-ce que finalement le changement c'est pas en nous en 2024 par rapport à avant? Si, mais je suis tellement d'accord. Je l'avais jamais vu comme ça. Bah. Si, je pense. En fait, je pense que là, comme tu dis, on n'a pas beaucoup plus de maladies, voire même on en a moins. Mmh. Alors oui, on peut dire, malheureusement, maintenant, on mange trop, donc on meurt d'obésité à la place de manger de famine. Bon, c'est un peu les symptômes de nos visions qui sont pas très positives, tu vois. C'est un peu un symptôme de l'abondance. C'est génial de vivre dans l'abondance, tout comme les tensions qu'on voit. Mais je suis d'accord, en fait, je pense que juste on a identifié qu'on faisait n'importe quoi. À l'époque, les entreprises, elles déversaient n'importe quoi dans les rivières, mais 500 fois plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise qui déverse tous ses déchets chimiques dans la rivière, elle est morte. Et en revanche, elle fait la une de tous les journaux. Et on est en 2024, on dit putain, encore en 2024 ou même 2025, des entreprises font ça, alors qu'à l'époque, en fait, juste tout le monde faisait ça. Et donc là, il y a un vrai changement. Et je suis d'accord qu'il y a il y a un changement intérieur. Enfin, j'en suis convaincu. Les chefs d'entreprise d'il y a 50 ans, ils se posaient même pas la question. Parce que renverser des déchets chimiques dans l'eau, ça n'avait pas forcément d'impact négatif à leurs yeux. Puis parce qu'ils avaient le droit, tu vois. Ça me fait penser un peu à la cause féminine ou féministe, tu vois. Quand tu compares les années 80, ou même quand on parle un peu de causes LGBT, quand tu compares quand même les années 80 et les années 2020, le chemin parcouru est quand même beau, quand même noble. Pourtant, on s'est jamais autant plaint des violences faites aux femmes, des féminicides, attention évidemment, c'est dramatique, c'est pas gagné. Mais et puis l'écologie, c'est pareil. Finalement, aujourd'hui, les Français sont quand même globalement assez écolos. Pour avoir un peu voyagé, tu sais qu'il y a des pays où on jette les emballages de sneakers par-dessus dans la voiture, quoi. Sur l'autoroute, quoi. Donc en fait, tu te dis on est plus indigné qu'avant alors que tout va dans le bon sens finalement. Ouais. C'est exactement pour moi le point de l'écologie intérieure. C'est de dire soyons indignés sur ce qu'il y a, soyons indignés des féminicides. En fait, s'il y a des féminicides, c'est complètement délirant et encore il y a des entreprises qui font n'importe quoi. Mais voyons que les choses sont trop bien. Et moi, je pense à l'école d'ingé. Ils ont rien à voir, quoi. Ils sont beaucoup plus respectueux entre eux. Ils sont peut-être pas beaucoup moins alcooliques que nous, mais un peu. Et
En tout cas, à l'intérieur, il y a une volonté de changer. Et en effet, demain, par exemple, le monde de l'entreprise, mettre une main aux fesses des femmes, il y a 20 ans, tu l'as dit, il y a 20 ans, c'était OK. Être gay en France, il y a 20 ans, c'était pas OK, quoi. Et être gay, il y en a plein de pays, c'est pas OK. Aujourd'hui, on est en mode, mais quoi et même l'Église a dit il y a pas longtemps, OK, ils peuvent faire peut-être, je crois, des bénédictions pour les homosexuels, donc c'est énorme. Et donc ouais, il y a des choses énormes, mais c'est juste qu'on a, comme on disait, on a ces lunettes de naturelle humaine de dire il y a des choses qui vont pas, il faut que je me batte, et c'est génial. Et je pense qu'il faut des gens comme ça, indignés, qui vont se battre jusqu'à la dernière miette de ce qui va pas. Néanmoins, si c'est pas ton activité principale et que t'es pas Paul Watson, tu vois, Paul Watson, il voit les baleines mourir tous les jours. Donc lui, il te dira toujours, bah non, en fait, Julien, je suis désolé, mais il y a peut-être 1% de baleines en moins ou 50% de baleines en moins, mais c'est toujours des milliers de baleines que je vois mourir devant mes yeux. Mais néanmoins, il faut prendre du recul, quoi. Et je pensais, on parlait des trucs qui vont bien, l'alphabétisme, l'éducation des gosses. Enfin, on est passé à 99% des enfants qui savent parler, qui savent lire. C'est gigantesque. Quand tu sais parler, tu sais lire, tu peux penser. Enfin, il y a des et pour moi, c'est des signaux faibles qui font que dans 100 ans, on rigolera de ce qui se passe aujourd'hui. On dira, putain, ils mangeaient des aliments transformés, il y a des entreprises qui vendaient des bouteilles de coca, mais qui tuaient la santé, les gens payaient pour se dégommer la santé, tu vois. Et il y avait encore des gars qui disaient, oui, bah ça va, les femmes, on va pas non plus se battre pour eux. Et ils vont dire, mais c'était des malades. Comme quand tu vois les interviews dans les années 70 où ils demandent aux mecs s'ils ont déjà violé dans leur vie et que t'as des mecs qui répondent, bah oui, oui, ouais, oui, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Je l'ai pas refait. Hein, mais... Ouais, c'est ça. Bah, j'ai tapé ma femme, bah, évidemment, tu vois. Ouais. Et peut-être même des trucs qu'on dit maintenant, toi et moi, et dire, mais c'était des soifs, quoi. Enfin, ouais, non, c'est fou. C'est fou. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi un symptôme? Tu parlais de symptômes et je trouve ça assez intéressant. Est-ce que le fait est-ce que le mal finalement de notre époque, c'est pas aussi la difficulté à prendre du recul et le fait qu'on est très extrême dans tout et du coup on dresse un tableau assez noir finalement de tous les sujets. Et c'est vrai que t'as l'impression, et pour le coup, je pense que ce soit les médias mainstream, les médias un peu plus indés, les gens, les discussions de comptoir, tout le monde est quand même globalement plus violent et plus extrême, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, il y a ça, il y a une réalité de ça. Après, c'est pour moi, c'est aussi pour ça notre responsabilité. Notamment, en fait, égoïstement. Si je veux être heureux, soyons positifs. Mais le fait que tout le monde soit plus extrême et plus comme ça, en fait, pour moi, ça donne la responsabilité. Et parfois, je suis dans l'autre sens, hein. Mais quand on parle avec des potes en fait, demain, c'est l'effondrement. Enfin, c'est marrant, en fait, j'ai eu cette discussion hier avec un pote qui a putain, gros, l'Amérique, ils vont gagner, on est voué à la perte. En fait, why not? Et why not que les choses n'avancent pas? Mais on a tellement l'obligation pour transmettre du positif. Je crois très fort à ce côté, ce qu'il y a de l'ombre, il y a de l'ombre. Mais si tu fous de la lumière, ça enlève pas la chose qui existe, mais en tout cas, maintenant, c'est éclairé, donc on sait ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, ce qu'il y a autour. Et donc, en fait, si t'es capable de dire, oui, il y a des choses qui vont pas bien, mais regarde, ça, c'est bien, ça avance, et croyons au fait que ça avance, c'est l'effet placebo et l'effet nocebo, hein. Quand tu dis, moi, je pense que ça va mal, bah, naturellement, tu crées du mauvais, et si tu dis, moi, je pense que tout va bien, naturellement, tu vas te projeter dans des aspects beaucoup plus positifs. Et attends, c'était quoi ta question de base? J'ai perdu mon fil. Non, je te parlais d'extrémisme, du fait que, en fait, tout est plus violent, tout est plus extrême, et du coup ça nous biaise un peu la vision de la réalité de ce qui se passe, quoi. Et bah tout à fait. Et personnellement là, le remède que j'ai trouvé à ça, c'est de dire, on est tous dans le fond, quelle que soit ta manière de vouloir aller à ça, on a tous envie d'être heureux, on a envie d'être serein, tu vois, on a envie de se réveiller le matin en mode, ah cool, j'ai ma partenaire, j'ai mes enfants, j'ai pas peur. On a envie de ne pas avoir peur. Tous ceux qui ont connu l'amour ont envie d'être aimés et d'aimer. C'est un bonheur d'aimer, tu vois, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc on a envie de paix. On n'a pas, enfin c'est lié à la peur. Je pense qu'on a envie de paix. On n'a pas envie d'avoir des gens qui vont nous challenger autour de nous, qui vont pas nous challenger, c'est bien se faire challenger. Mais en tout cas, on a envie de paix, on a envie d'amour. Et donc on est tous humains à ce niveau-là. On a envie de lien. Dans le fond, moi j'ai envie que mon voisin il soit heureux. En fait, je m'en fous. Même si c'est le pire connard du monde. Mais je rêve les connards que je croise, je rêve qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien dans leur vie, tu vois. Je suis pas encore à ce niveau, mais je te respecte pour ça, du coup, hein. Parce que, mais c'est encore une fois, c'est un peu égoïste, tu vois. Parce que le mec qui râle et qui fait chier, qui klaxonne. Mais, moi, ça me vénère. Donc le gars qui me klaxonne dessus, j'ai envie de lui taper ça dans sa voiture.
Mais dans le fond, en fait, je suis un mec, gros, mon pauvre, quoi. Si t'es dans ta voiture dans Paris, t'as aucun problème et tu te retrouves à devoir klaxonner comme un... Ouais, si t'es en voiture dans Paris, t'as déjà un problème. Ouais, déjà. T'as déjà. Ouais, T'as des problèmes à affronter quand même. Dans ta journée, c'est pâté. Là, c'est... Pour l'avoir fait récemment pour déménager, c'est horrible. Ah non, c'est terrible. Hein. Mais ça, en fait, tout ce que je dis, ça n'enlève pas la réalité, la difficulté de la vie et les challenges. Et même quand t'es très heureux et que t'es très aimé et qu'on parlait d'avoir une femme ou une fiancée ou un mec, ça c'est très challengeant. C'est génial, mais parfois ça fait vriller, tu vois. Enfin, moi, c'est ça qui me met du challenge, ou avoir des parents aimants, bah parfois ça fait que tu t'embrouilles sur de la politique. Mais c'est aussi ça qui fait le plaisir de la vie, quoi. Et donc si t'arrives à te ramener, moi pour le truc des extrêmes, c'est dire ouais, ok, ce mec-là, il est extrême sur l'écologie, toi t'es extrême parce que tu penses que les woke c'est un problème. Mais dans le fond, en fait, pourquoi est-ce que vous êtes agacé par ça? Pourquoi est-ce que vous êtes extrême? Parce que toi tu penses que les woke ils vont rendre les humains malheureux, et toi tu penses que l'écologie qui détruit, ça va rendre les humains malheureux. Donc en fait, votre but, c'est que l'humanité soit une espèce qui survive dans un truc beaucoup plus positif, quoi. Mais complètement, mais je pense que le mal de l'époque actuelle, c'est qu'on a du mal quand même à se parler, quoi. Et on est vite mis dans une case woke, vite dans une case facho, vite dans une case je sais pas, survivaliste, ouais. Tu vois, enfin il y a des nouvelles cases qui arrivent tous les 2 ans, case quoi. Perché, case écolo radicale, c'est ça, quoi. Et case parisienne, case provinciale, case du peuple, pas du peuple. Enfin, il y a des nouvelles cases en plus, comme tu disais, qui arrivent, quoi. C'est incroyable. Et à la limite, riche pauvre, c'est la seule qui était là avant, quoi, et qui a fait sens un peu depuis le début de l'humanité. Mais là, ça a été complètement. Enfin, on a énormément de postures aussi, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant avec ta vision, c'est que j'ai l'impression que t'es pas là forcément pour mettre les gens dans les cases, mais plutôt pour faire prendre conscience aux gens qu'en fait, on a tous un peu les mêmes aspirations, quoi. De malade. Tu viens de résumer, je pense, en un mot, ma philosophie des dernières années. On a tous les mêmes aspirations. Et dans un des épisodes du podcast, qui est la rencontre des sphères, j'ai passé une semaine avec une association incroyable qui s'appelle l'Entente Bourlingueur, donc avec des jeunes mineurs qui viennent globalement des quartiers qui sont enfermés parce qu'ils ont fait des crimes, tu vois. Et donc, Clément Dubois, cadre supérieur de Paris, qui va voir Nassim, bon, j'ai pas le droit forcément de dire son prénom, mais 16 ans, qui a utilisé des couteaux, qui est en prison depuis genre 1 an. On n'a rien qui nous rassemble. Lui, il croit que le monde est fait pour le grail. Moi, vous avez compris un peu l'idée. Mais en fait, dans le fond, on arrive à se parler et on arrive à dire, ouais, bah, à la fin, on finit, bah, ouais, Clément, t'es un bon, et ouais, mais Nassim, trop heureux de t'avoir parlé, parce qu'en fait, ouais, on est d'accord qu'on voit les mêmes problèmes. On voit quand dans la rue, un clochard, on est tous d'accord pour dire que c'est pas bon, tu vois. Quand je dis ça me fait des frissons dans le dos, on en parlait tout à l'heure. On est tous d'accord pour dire que, bah, le média qui stigmatise, que ce soit, les personnes qui sont dans le mariage pour tous et qui disent ils sont tous homophobes, que ce soit dire tous les musulmans c'est des gens violents, tu vois, on est tous un peu d'accord. Et c'est pour ça que ce truc d'égoïsme, de travail intérieur, d'écologie intérieure, c'est aussi un moyen de prendre du recul et dire putain merde, même moi je suis en train de tomber je mets ces gens dans des cases, et pas oublier qu'on est tous les mêmes, quoi. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que t'as mis le doigt sur quand même un sujet qui est, en fait, quand tu dis que les médias nous stigmatisent, nous mettent dans des cases, etc., mais au final, les médias servent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Est-ce que c'est pas un peu... Alors, est-ce que t'as pas peur que... est-ce que le changement d'air, il passe pas aussi par une responsabilisation ? Par le fait que les gens doivent quand même se responsabiliser. Et je trouve que dernièrement, on a quand même pas mal de discours de déresponsabilisation, tu vois. Quand t'as des mecs qui cassent tout pendant des manifs, on dit ouais, mais ils sont malheureux, ou ils sont énervés, voilà. Quand tu vas trop loin sur des affaires judiciaires pour des gens qui sont soupçonnés de violences faites aux femmes et qui finalement sont relaxés, on dit bon bah c'est un dégât collatéral, il faut faire avancer la cause, peu importe à quel prix. Tu vois, il y a un peu ce côté bon, on fait des erreurs, mais le grand méchant, c'est le système, quoi. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tant qu'on est là-dedans, on arrivera vraiment à changer d'air, ou est-ce que l'air d'après, c'est pas une ère plutôt de la responsabilité individuelle, quoi? Mais si, complètement. Tant qu'on est dans le grand méchant, c'est le système, bah non seulement c'est faux, comme tu dis, on est tous des êtres humains, on a tous des choix à faire, en fait. Et donc, moi, j'ai pris l'avion, mais je fais mon choix, et je sais très bien que je serais très heureux de pas le faire. Mais je vais pas dire ouais, mais je prends l'avion parce que les autres le prennent, tu vois. C'est moi qui ai fait mon choix, point barre.
Ça répond pas bien à ta question. Je vais repartir du début. On a tendance à se déresponsabiliser et je pense que c'est ce côté un peu individualisme de moi je suis qu'une partie d'un grand tout mais qui n'a pas de lien avec les autres. Genre il y a un grand groupe de gens qui se côtoient mais qui sont pas liés. Et donc ça déresponsabilise de ouf de dire ça. Ça fait que bah si dans le fond si je coupe un arbre, ça je m'en fous puisque cet arbre il a personne alors que si t'es en mode bah ouais moi j'ai me responsabiliser un peu comme nos cellules. Tu vois, je nous vois un peu comme les cellules d'un corps. Et si nos cellules, elles disaient, ouais, ça va, je vais pas non plus m'activer à faire ma mitochondrie, à faire de l'oxygène, parce que la cellule d'à côté, elle est fatiguée, elle le fait pas, bah, on mourrait, quoi. Et donc, et je pense que et tu parles d'air, mais il y a des airs, il y a très longtemps, où c'était impensable de faire ça. Un Égyptien, il disait pas, moi, je m'en fous, en fait, je vais couper un palmier, gros. Un Égyptien, le palmier, il était à tout le monde, et lui-même, il fait partie du palmier, tu vois. Donc, ça me fait penser, moi, quand je regarde la Tour Eiffel, je me dis toujours, les mecs qui ont construit la Tour Eiffel, il devait être c'est l'espérance de vie du mec qui construit la Tour Eiffel, elle devait pas être dingue. Et je me dis, le mec, t'as certainement des mecs qui savaient qu'ils allaient mourir dans 10 jours parce qu'ils étaient malades, ils savaient qu'ils, voilà, et ils ont quand même construit la Tour Eiffel, quoi. Et ils savaient très bien, en plus, qu'ils verraient jamais la Tour Eiffel, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je me dis toujours ça, tu vois, quand je vois des monuments, je me dis aujourd'hui, bon, encore, tu construis un monument, t'as une chance de le voir fini quand même, on va vite, puis tu peux à peu près espérer vivre longtemps quand même, mais quand je regarde les vieux monuments parisiens, je me dis parisiens ou ailleurs, je me dis les mecs ils ont fait ça vraiment d'abord pour survivre, parce que s'ils le faisaient pas, ils allaient pas pouvoir juste manger, nourrir leur famille et survivre, et puis aussi parce que tu participes au bien commun, quoi. Ouais, de ouf. Bah cette notion de bien commun, je sais pas si c'est pas à l'école, mais on nous transmet pas ce truc-là, en fait. Enfin, je sais pas si je veux pas faire de généralité encore, mais oui, on n'est pas responsabilisé à s'occuper des autres, on n'est pas responsabilisé à savoir qu'on est responsable de notre propre vie. Ce que tu disais, et pour moi, c'est très important pour l'ère en elle-même, genre la civilisation, de dire on est tous responsables de ce qu'on fait. Et ça veut pas dire que, bah oui, en effet, quand il y a Donald Trump qui fait une nouvelle loi qui nique toute l'écologie, malheureusement, c'est pas parce que je coupe mon robinet d'eau que ça va changer. Mais dans le fond, si les 8 milliards d'êtres humains, ils coupent leur robinet d'eau, bah Donald Trump, il fait ce qu'il veut, il va pas niquer l'eau de la planète, tu vois. Donc il y a un truc, et surtout pour moi, la responsabilité la plus grande, c'est de ne pas être victime. En réalité, on est acteur. Genre, il y a un vrai changement de paradigme en fait, genre, je suis créateur de ma vie. Alors, il y a des éléments externes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois, et que depuis que je vois ma vie et que je vois, pour moi, le monde comme ça, il y a des facteurs externes qui vont m'influencer. Là, il fait pas beau. Bon, bah, ça fait que j'ai moins de soleil dans mon œil, j'ai moins de vitamine D potentiellement, ou demain, j'ai une mauvaise nouvelle au téléphone, tu vois. Là, ça va m'influencer, mais genre, ça change pas le fait que je suis acteur de ma vie et que si je dis, bah, demain, je veux faire un plat végé pour Noël pour mes parents et je veux choisir, je vais pas commencer à dire oui, bah mes parents m'obligent à manger de la viande, le système fait qu'on est personne n'est écolo, y a que des pubs de viande à la télé, c'est chiant, personne n'est écolo, tu vois. Et ça lie, hein, c'est un peu lié avec se plaindre et le fait d'être positif, je pense. Et donc quand tu prends conscience que t'es responsable de ta propre vie et du coup à travers ça tu peux influencer la vie des autres, je trouve que c'est génial. Parce que ça donne le pouvoir, en fait. Et tant que t'as ce truc de système, c'est le système qui nous fait ça, c'est le système qui nous fait ça. C'est une vision, c'est une vision presque méritocratique américaine que tu défends, en fait. Je veux pas te... Ouais, mais ça n'enlève pas la réalité. Ça, ouais, complètement. Et c'est pour ça que je suis à plein de conneries en Amérique, mais ce côté-là de sors-toi le doigt des fesses, c'est génial aussi. Ça n'enlève pas la réalité qu'il y a des gens qui ont du mal, que quand tu grandis dans une famille où... Enfin, tu vois, les jeunes que j'ai rencontrés en prison... Je vais pas dire qu'ils étaient condamnés, mais pas loin, quoi. Moi, quand on m'a dit, fais une prépa et fais une grande école, eux, on leur a dit, bah, viens vendre du shit. Donc, la vie te propose pas les mêmes opportunités. En effet, ils sont responsables, ils ont choisi d'aller vendre du shit, hein. Il y a personne qui leur a mis le shit dans la main et tout. Néanmoins, pour moi, c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile. Sortir, il y a le côté, qu'est-ce que la vie t'offre? Et ce qui est ouf, à mes yeux, et c'est ce que j'ai observé de plein de témoignages, c'est que quand tu te mets dans ce truc-là, de ok, maintenant je vais essayer de construire et je vais faire attention à ce que je fais. Et bah là, la vie t'offre des choses de plus en plus positives et tu peux genre vraiment effet boule de neige, quoi. Genre j'ai rencontré un nombre de gens qui se disent j'ai fait un burn-out, j'ai fait 20 ans de merde. Et à un moment je me suis dit vas-y en fait gros, essaye de faire le bien commun, essaye de rencontrer des gens positifs. Et en fait en quelques années, paf, les gens qui se présentaient à eux, les chemins qui se présentent à eux étaient beaucoup plus vertueux. Et 50 ans après, ils sont en mode mais génial, quel life de ouf j'ai passé grâce à cet état d'esprit.
Donc pour toi, la vision que tu défends, c'est vraiment commence par changer ta vision de ce qui t'entoure. Ouais. Et peut-être que ce qui t'entoure changera. Ouais, je pense. Je le pense profondément. Ça, en réalité, je suis au tout début, ce truc, je viens de commencer, ça fait quelques années, mais les témoignages, encore, c'était une fois ce que tu viens de dire exactement, les gens disent, mais ça marche du feu de Dieu, quoi. Certains l'appellent la loi de l'attraction. Genre, tu attires ce que tu penses ou ce que tu ressens. D'autres diront, aide-toi, le ciel t'aidera. En physique quantique, on dit, si tu, genre, que les atomes, enfin les particules vibrent à une certaine fréquence et attirent des particules qui vibrent avec d'autres fréquences. Et donc on dit que l'humain, il vibre à une certaine fréquence et qu'il va attirer des gens qui vibrent à la même fréquence. Donc une fréquence de joie, d'amour, va attirer des gens qui vibrent à une fréquence de joie, d'amour. Donc je suis convaincu que... Enfin, je suis convaincu. J'y crois pour l'instant et peut-être que je vous redirai dans 10 ans, en fait, ça marchait pas du tout. Je me suis fait bolos parce que j'ai cru que tout le monde était gentil. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un d'altruiste. Une des défenses qu'on dit, c'est... Une des critiques de ça, de ce que je suis en train de dire, c'est mais tu vas te faire bouffer, t'es trop optimiste, t'es malade. Enfin, si tu suis comme ça, il y a un mec qui va te bouffer si tu donnes de l'argent à tous les clochards que tu croises. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait en fait, après 10 ans d'altruisme, je me suis fait juste bouffer dans la vie. Même en business, hein. Genre, entre guillemets, être gentil, il y a quand même des conférenciers internationaux dont tout le pitch c'est soyez gentil et ça, la vie va être exceptionnelle pour vous, quoi. Donc, si c'était un scam, une grosse douille, je pense qu'on s'en serait rendu compte. Donc, pour toi, ça suffit pas d'être écolo pour être heureux? Non. Je dirais qu'être heureux si tu vises égoïstement, hein, et c'est ce que Jacques Attali dit très bien, le bonheur intérieur, ce qui est ce qu'on vise tous, hein, on est cette aspiration à être bien, à ne pas avoir d'angoisse, à aimer. Moi, je trouve que l'amour, c'est peut-être le meilleur sentiment, quoi. Et à aimer l'autre, à se sentir aimé, à donner, c'est un truc incroyable. Quand quelqu'un te donne l'opportunité de l'aider, je sais plus si c'est avec Diane qu'on en parlait ou avec Anthony, mais c'est une des meilleures opportunités du monde. Moi, quand je passe un coup de fil à quelqu'un pendant une demi-heure pour l'aider à lancer un projet, je suis trop content, quoi. Je raccroche de ça m'a rien coûté, ça m'a fait donner aucun effort et à la fin t'es trop content. Donc c'est trop. Et donc tout ça pour dire que oui, si égoïstement tu veux être heureux, la philosophie, la science, tout ça te pousse à être altruiste et te pousse à être vraiment conscient de ce qui se passe. C'est Socrate, hein, qui disait ça. C'est genre Socrate, il est il faut être. Si t'es un humain, c'est être rationnel. Genre sortir de la caverne. Je pourrais faire une petite parenthèse sur la caverne, mais donc notre travail, c'est vraiment de voir la réalité comme elle est, quoi. Et donc j'aime bien l'image des lunettes. On a des lunettes qui nous font voir le monde d'une certaine manière, qui sont dues à tout ça, mais nettoyons nos lunettes tous les jours et essayons de savoir quelles sont les lunettes des autres, pourquoi ils ont ces lunettes, et essayons de voir le monde dans sa globalité, quoi. Genre si le monde capitaliste, il fait des maladies, il fait des gens malheureux, les Américains sont addicts aux opioïdes, on est tous obèses, on est tous isolés, mais à côté de ça, il y a 99% d'alphabétisation chez les enfants, on vit de plus en plus tard, les familles sont heureuses. Enfin, ouais. Alors, en tout cas, tu vois, cette période de Noël, on peut se rendre compte quand même qu'il y a plein de familles qui se rassemblent et c'est magnifique. Donc, genre, il y a 2 pièces à chaque truc. L'IA, ça dégomme la planète, mais l'IA, ça permet de potentiellement soigner des gens avec l'IA parce qu'il n'y a pas assez de médecins, ça permet d'éduquer des enfants avec l'IA parce qu'il n'y a pas assez de profs. Enfin, genre, tu peux, tout a une side, quoi. C'est quoi le monde idéal pour toi dans 100 ans? Non, mais je te pose cette question parce que tu décris toujours avec modération le capitalisme et ses méandres, c'est bien fait aussi, mais c'est limite. Ouais. Mais alors t'as toujours en fait ce cliché du le monde idéal, c'est la décroissance, c'est un monde où finalement on se satisfait de ce qu'on a, on est dans le minimalisme, etc. Mais est-ce que on y croit vraiment à ce monde-là? Je vais dire, plus que le monde idéal, je vais dire le monde utopiste auquel je crois réellement. Parce que le monde idéal, en effet, ce sera un truc où on consomme quasiment plus rien. Enfin, je pense que pour être heureux, genre le matérialisme, c'est une des plus grosses merdes absolues qui existent philosophiquement et tout. Genre, limite la propriété privée, tu vois. Je parle de réalité, hein. Je parle je parle objectivement. Qu'est-ce qui serait quelque chose de réaliste qui te ferait dire on a réussi? Je vais être réaliste et utopique. Déjà, d'un point de vue très macro, on n'est plus une espèce qui regarde sa planète cramer de façon
impuissante, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, hein. Genre tous les humains sont conscients qu'on est en train de détruire notre planète, sauf certains climato-sceptiques qui pensent que c'est pas le cas, mais on est plus impuissant et on est devenus les créateurs de notre planète et les protecteurs de notre planète. Ça, c'est d'un point de vue genre civilisationnel. Est-ce que c'est pas une vision occidentale quand même? Parce que est-ce que tu penses que ça fait sens en Asie, ça par exemple, qui est quand même la moitié de la population mondiale, voire plus? Est-ce que ce que tu dis le est côté, vrai pour l'Asie, pardon. protecteur? Le côté, on a tous pris conscience globalement que Non, on est en dans train de 100 ans. détruire Moi, je te Ah d'accord, tu parles de dans 100 ans. genre aujourd'hui, on est une civilisation. Genre si t'arrives, t'es un extraterrestre, t'observes de très loin, tu dis voilà, c'est une espèce marrante. Si on prend notre espèce comme une entité, tu vois, ah bah là ils ont l'air de comprendre qu'ils sont en train de détruire la planète, mais ils arrivent pas à arrêter. Un peu comme un drogué ou nous tous le soir, on passe 2 heures sur les réseaux à swiper, tu vois, ça m'arrive de faire ça. Mhm. Je sais que c'est mauvais, je le fais. Donc l'espèce humaine, on est un peu là à ce moment à dire putain merde, il faudrait qu'on arrête de consommer des ressources, de prendre plein de plastique, d'envoyer plein de CO2. On n'arrive pas à s'arrêter. Et dans 100 ans, pour moi, ce qui en a une réussite absolue, ce serait on a réussi à être des adultes un peu et à devenir en fait maintenant à prendre soin de nous, à prendre soin de la planète, à prendre soin des autres. Donc déjà d'un point de vue très macro, ça n'enlève pas que certainement il y aura encore des pauvres, il y aura encore des injustices, il y aura peut-être même des guerres. Mais que d'un point de vue macro, on dira putain ok, c'est une espèce qui continue à faire de la merde, mais qui a pris conscience de ça et qui protège sa planète aujourd'hui, genre, et qui va faire tout dans son possible. Donc ça, ce serait d'un point de vue très macro. Et si tu zoomes un peu, pour moi, l'utopie, c'est un truc assez communautaire où tu parlais de bien commun, où nos activités sont vraiment centrées autour du bien commun, genre ce qu'on appelle le travail. C'est plus quelque chose de forcé, d'horrible et qui sert pas à rien. Genre, on a tous une partie de notre travail qui est faite pour tourner la société. Comme l'État, tu vois, il y a des millions de personnes, genre je crois que c'est l'Éducation nationale qui est le plus grand employeur de France. Bon bah, il y a des gens qui font tourner le monde, et il y a une partie aussi de notre travail qui est faite pour le bien commun, pour améliorer, pour donner aux autres, pour aider une communauté qui elle est moins éduquée sur ce sujet. Bah il y a une autre communauté qui va l'aider. Un monde parfait, c'est vraiment demain, on est des petites communautés où tout le monde se connaît, il y a du vrai lien. Je me réveille le matin, je suis utile à la société, j'ai une partie de temps pour moi, pour ma famille, pour mon épanouissement, pour l'art, pour ma créativité. Et alors, je rebondis sur ce que disait Jacques Attali dans le podcast quand tu interviews Jacques Attali, je crois que c'est à la fin du podcast qu'il dit de toute façon, je suis persuadé que dans 50 ans, on sera tous sur des activités purement cérébrales et que l'IA, de toute façon, en gros, c'est ce qu'il y a en sous-titre, c'est en gros l'IA va déferler et on va être vraiment sur une gestion de l'IA ou une gestion de tout ce qui est tellement humain que l'IA ne pourra jamais y accéder. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment inquiet sur ce plan-là? Logiquement, on devrait en arriver là. Ce serait bien, hein. Ce serait bien mais ça voudrait dire que les efforts ont été mis sur ça, quoi. Et là aujourd'hui, les efforts ils sont mis dans. Mais le problème, c'est que, je pense, le problème, tu me dis ce que t'en penses, mais autant l'IA c'est utile pour à peu près tout le monde. Ouais. Parce que même si ça détruit des jobs, je pense que demain, si la richesse générée est équivalente à aujourd'hui sans avoir besoin de travailler ou en travaillant 10 fois moins, je pense que tout le monde est gagnant. Mais l'écologie, tu dis, un des extraterrestres nous dirait on est une civilisation bizarre parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. La vérité, c'est que si on n'arrive pas à s'arrêter, est-ce que c'est pas parce que la plupart des gens prennent du plaisir à consommer, tout simplement? Bien sûr, oui, tout à fait. Et comment tu arrêtes cette dynamique? Bah, d'une part, tu limites l'impact de la consommation. Donc, c'est-à-dire si demain l'électricité elle est plus produite par des centrales à charbon, mais plutôt par des centrales nucléaires, je suis pas forcément pour dire qu'il faut que des centrales nucléaires, mais en tout cas, si tu as une électricité décarbonée, mais là c'est une réponse très technique. Mais là, t'enlèves pas de plaisir. Là, c'est bénéf. C'est comme prendre un train écolo par rapport à prendre un train qui pollue. Ouais. T'enlèves pas de plaisir, mais donc arrêter le coca, t'enlèves du plaisir. Arrêter le coca, t'enlèves du plaisir. Bah, pour moi, il y a un truc genre réussir quand même à limiter nos impacts des choses manger, on va devoir manger toujours. Donc tu es obligé de manger, on va boire du coca, avoir des loisirs, je pense pas que ça va disparaître. Mais tu peux déjà limiter l'impact de la production. Notre industrie agroalimentaire, elle dégomme la planète. Demain, tu peux avoir un monde dans lequel l'industrie agroalimentaire, son taf numéro 1, c'est de nourrir, son taf numéro 2, c'est genre de réparer la planète, tu vois. Donc t'as un truc de tout ce qu'on consomme peut être plus vertueux. Néanmoins, en effet, il y a un moment, si tu consommes, tu prends des ressources. Et si t'es de plus en plus nombreux, tu prends de plus en plus de ressources. Mais donc il y a deux faces. Il y a le côté genre
technologique pour le coup, qui fait que ce qu'on consomme est moins néfaste, voire même peut être positif. Tu vois, c'est ce que Attali il appelle l'économie de la vie. Il dit il y a l'économie de la mort qui en fait c'est le sucre, les armes, ça c'est des ressources prises pour le mal, quoi, pour des trucs qui font du bien à personne. Alors déjà, si tu prends des ressources pour faire des choses qui font du bien, et après tu peux aussi, moi je crois par exemple la randonnée, tu vois, c'est un truc qui consomme rien. Si demain à la place de passer se faire un aller-retour à Bali pour boire 4 noix de coco, ne même pas être heureux à Bali parce que t'as même pas le temps, si on fait tous des balades dans la forêt, tu consommes rien. Donc je crois qu'il y a quand même une partie de, et c'est encore une fois égoïstement de bonheur intérieur, c'est pas passer sa journée à faire du karting, c'est très marrant, je vais en faire bientôt avec avec mon frère, tu vois, mais là je te rejoins sur le côté la consommation, ça rend heureux, donc ça va être très dur, et surtout quand on connaît les excuses de putain les Américains ils consomment, moi je vois pas pourquoi je m'arrêterais de consommer, et c'est fun de consommer souvent. Mais on peut réduire et on peut le faire de façon plus saine, et on peut consommer des trucs qui sont moins négatifs. Tu parlais de coca, j'espère que dans 100 ans on boira plus de coca, quoi. Est-ce que tu y crois? Je crois qu'on pourrait, personnellement je bois quasiment jamais de coca, et je sais pas toi à quel point tu donneras des litres et des litres de coca à tes enfants. Mais je pense qu'il y aura il y aura un pan de l'humanité qui aura pris conscience et qui donnera plus de coca à ses gosses, quoi. Qu'ils en boiront une fois tous les 6 semaines, bon, ce sera pas trop grave. En revanche, là ce qui me fait un peu plus peur, je vais faire la partie plus négative, c'est qu'en effet, il y a un pan de l'humanité, si tous tes parents, ils ont passé leur journée sur leur téléphone, qui s'occupent pas de toi, toi, à 3 ans, tu regardes ton téléphone toute la journée, on te fait des pubs du coca, tu bois du coca, et je parle de Jeanne qui est médecin, mais en médecine générale, elle dit là je vois des gosses de 3 ans qui sont quasiment condamnés, quoi. Parce que autant psychologiquement, dans le corps, leurs habitudes font qu'à 18 ans ils vont être obèses, et ça va être très 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 dur pour eux de rattraper, de reprendre un mode de vie sain et positif. Ça c'est peut-être le truc où en effet l'utopie elle a ses limites. Qu'est-ce qui fait que en fait notre génération là prend conscience de tout ça? Parce que je sais pas, tu peux me rappeler ton âge? Tu as 28 ans. Bon, moi j'en ai 34. Mais globalement, on est de la même génération. Je veux dire, quand on était petit, moi j'ai pas le souvenir d'avoir été sensibilisé à outrance à tous ces sujets-là, que ce soit au niveau de l'écologie, mais au niveau du fait de trouver sa place, au niveau de, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi ça, changer d'air, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, là, on prend conscience de ça dans les années 2020, on va dire 2010-2020, et qu'avant, la génération de nos parents n'a pas pris conscience? Et en plus, deuxième question, c'est est-ce que le fossé générationnel n'est pas un frein aussi? Parce que finalement, tu parlais tout à l'heure des discussions politiques avec tes parents, c'est quand même quelque chose qu'on voit énormément, une fracture générationnelle qu'on n'a jamais vue auparavant. Est-ce que c'est pas un peu flippant de se dire que si on n'est pas tous ensemble dans cette bataille-là, est-ce qu'on a vraiment des chances de s'en sortir, étant donné qu'on n'est pas forcément, on n'a pas été sensibilisé aux mêmes questions finalement? Donc t'as ta question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience versus nos parents qui n'en avaient pas? Et il y a la partie fracture, est-ce que c'est pas un frein? Pour moi, qu'est-ce qui fait qu'on trouve notre place? Le premier truc j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais le premier truc qui a émergé, c'est le côté développement personnel. Et c'est peut-être l'aspect positif des réseaux sociaux, tu vois. Ce côté, en fait, pour être heureux, soyez à votre place, rien que ça, tu vois. Le côté, ce qu'on appelait la crise de la quarantaine avant, qui était réservée à peu d'hommes, là, aujourd'hui, on l'a fait à 25 ans. Parce qu'on arrive à la fin de nos études, on lit un peu de bouquins, il y a des développements personnels qui tournent dans tous les sens, tu prends un peu de recul sur ta vie, et là, tu fais wow, est-ce que je me vois vraiment faire pendant 40 ans ce que mes parents ils ont fait? Et parfois la réponse est oui, mais en fait mon père est trop bien, il avait des collègues, il était trop heureux, il travaillait dans une boîte, je dis de façon générale, tu vois, il travaillait dans une boîte qu'il a finalement aujourd'hui, je vois qu'il est plutôt épanoui, tant mieux. Ou alors mes parents en fait ils rentraient le soir, ils taffaient le week-end, ils étaient tout le temps énervés, tout le temps tendus, est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi? Donc c'est peut-être le côté positif des réseaux sociaux, on communique plus vite, on se fait vite plus passer ces petits tips de life, quoi. Et ça fait qu'on prend conscience, je pense. Et je pense qu'aussi il y a une émergence naturelle, il y a des sujets qui émergent, tu vois, tout comme le féminisme. Je pense que nos gars, ils diront, mais ne pas être féministe, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, évidemment que les femmes sont égales, alors qu'il y a encore des hommes qui diront, femme, naturellement, elle est différente, ce qui est vrai, en vrai. Et je pense qu'en fait, tu vois, les discussions qu'on a, toi et moi, là, on va en parler à nos potes, et ça se transmet assez vite, en fait. C'est une graine qui pousse très très bien, je pense.
Tu vois, c'est une graine de conscience, une graine de attends, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis heureux? Et est-ce que Attali dit très bien, le but de la vie, c'est pas que d'être heureux non plus. Mais une fois que tu mets ça comme priorité dans ta life plutôt que... En fait, je pense que la priorité de nos parents, c'était d'avoir du capital. J'ai l'impression. Enfin, pas la priorité, mais c'était un de leurs axes de life, quoi. Genre, faut que j'ai du capital. Et c'est important, hein, tu peux pas vivre sans argent pour l'instant. Hein. Mais nous, il y a un truc un peu je vais pas dire de hippies, quoi. Mais les hippies, déjà, ils ont commencé à faire ce petit travail. C'est vrai. Et on dit beaucoup en sociologie qu'il y a l'effet de groupe, au bout genre de 10 ou 15% de gens qui prennent une habitude, paf, toute une communauté peut prendre une habitude. Ouais, mais en même temps, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu parles de nous comme si on était un tout, une entité un peu indivisible, mais moi j'ai l'impression qu'on vit chacun de plus en plus dans son couloir. Et moi je le vois rien qu'avec mes amis. Alors on a tous des amis différents, tu vois, mais moi j'ai vraiment des amis qui viennent d'horizons assez différents, parce que forcément tu rencontres des gens au fur et à mesure de ta vie qui viennent d'horizons différents aussi, mais tu te rends compte qu'en fait tu peux être dans une soirée où tu vas dire une banalité qui pour toi est une banalité et que finalement ça choque personne et tout le monde est plus ou moins d'accord. Mais si tu dis la même chose dans une autre soirée avec d'autres gens, tu peux passer pour un woke, pour un facho, pour un fou, pour un extrémiste. Pour un et gars finalement, perché. Le truc, c'est que les gens, j'ai l'impression, moi, que les gens ne se rendent pas compte que la vision qu'ils partagent tous autour de la table n'est pas la vision sacrée que tout le monde partage en France. Et si tu prends un peu plus de recul, mais si tu tiens ce genre de discours dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, tu n'es même pas audible. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça ne parle même pas la même langue. C'est un très bon point. Comment t'emmènes ces gens-là? Et est-ce que pour moi, tu repars de ce qui nous rassemble, en fait. Enfin, tu repars vraiment de de ces histoires d'aspiration. En effet, en fait, si tu dis, moi, je pense que c'est génial que les gays soient hyper acceptés. Il y a des endroits, ils vont te regarder, mais gros, enfin, là, ici, dire le contraire, c'est juste impossible. Genre, moi, je dis ici à Paris, genre, chez les bobos, c'est impensable de penser autre chose. Pour moi, faut rappeler ce côté humain, en fait, genre, et après, si la personne en face de toi est incapable de voir les autres qui pensent un peu différemment comme autre chose que leur ennemi, pour moi, c'est vraiment ça la vraie différence fondamentale. En fait, tu peux avoir des idéologies politiques différentes, mais en fait, c'est trop complexe. Moi, que t'aies voté Macron, Mélenchon, même Le Pen. Dans le fond, si j'arrive à avoir une discussion avec toi et qu'on est capable de se dire, ok, pourquoi t'as voté, ça m'intéresse, moi, j'aurais pas voté pour ça, mais c'est pas grave, en fait. C'est le rêve, ça. Ça, c'est le rêve, mais c'est impossible, quasiment. Mais j'ai déjà parlé avec des potes, qui n'ont voté à l'opposé de moi, et on a parlé pendant 2 heures de façon archi bien. Et à la fin, la conclusion, c'était, ah, ok. Donc toi, en fait, Zemmour, t'aimes bien parce que t'aimes cette vision de la France dans laquelle t'as grandi, t'aimais cette culture, et donc t'as envie que tes enfants aient la même chose. C'est pas du tout pareil que de dire je suis raciste. Et donc en fait, il disait, ah ok, toi c'est intéressant, toi tu penses que c'est pas grave de perdre un peu cette culture parce qu'il faut de l'ouverture, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux trucs-là, ils sont un peu alimentés par un truc d'amour, genre c'est pas un désir malsain de s'approprier quelque chose, c'est un désir lui il me parlait de ses enfants qui vivent dans un monde cool, et moi je parlais de même mes enfants et des autres populations, quoi. Donc il y a un côté rassembler et donc pour finir, la vraie scission, elle est quand t'as quelqu'un qui dit moi, les gens avec qui j'arrive pas à parler, les seuls, hein, c'est pas quand ils ont des juges différents, c'est ce côté oui, mais de toute façon, tout est comment dire, tu peux pas tout nuancer. Genre quelqu'un qui dit, mais gros, tu peux pas tout nuancer, tout n'est pas genre ce côté lunettes. Moi, je suis convaincu que tous les sujets, tu peux les observer sous tous les angles, et même le podcast, tu vois. J'adore faire ça. Je pense qu'on diffuse des ondes intéressantes, qu'on diffuse des idées, et que ça peut faire croître. Mais tu peux aussi dire, oui, mais attends, Clément, c'est juste un mec qui rencontre des gars comme lui pour se faire kiffer, qui se fait un petit ego trip. Enfin, c'est vrai, en fait. Il y a aussi une réalité de ça. Mais donc, tant que tu peux parler avec des gens, de dire, ouais, ok, il y a cette réalité-là, c'est intéressant, il y a cet axe de vision-là, il y a un peu comme le prisme, tu vois, qui décompose toute la lumière. Tant que t'as ça, tu peux dire. Et tu peux surtout te rassembler sur, en fait, notre but, c'est soit égoïstement d'être heureux, soit que l'humanité soit une espèce vertueuse, quoi. Et c'est dur à ramener. Complètement. D'où ça vient? Tu parles du podcast, du coup, d'où ça vient cette volonté de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, tu dirais? Ou est-ce que c'est venu avec le temps? Du tout. C'est très récent. En fait, c'est un peu comme tout ce que je suis en train de raconter là, que je déblatère comme si c'était une évidence.
et un truc trop facile. Déjà, je dois faire un disclaimer, hein, j'en parle comme si c'était trop bien, mais je me réveille le matin parfois déprimé, hein, je me protège des nouvelles. C'est vraiment le truc le plus dur aujourd'hui dans ma life. Enfin, dans ma life. C'est vraiment, j'ouvre un truc et encore une mauvaise nouvelle. D'où ça vient de mon aventure entrepreneuriale d'avant, Epilab, pendant laquelle j'ai grandi, enfin j'ai appris énormément au contact d'entrepreneurs, au contact de mentors, au contact de gens qui m'ont un peu ouvert les yeux sur ces sujets-là. Tu peux nous rappeler ce que tu faisais ? On faisait des tests de dépistage pour la tuberculose. En 2 mots, il y a un autre épisode qui s'appelle Mon aventure Epilab sur le podcast, mais en 2 mots, je me suis associé avec 2 chercheuses, Elodie et Muriel, et un autre ingénieur, Maurice. Elles avaient posé un brevet pour faire des tests de dépistage pour la tuberculose. Mais c'était un brevet, c'est une technologie, donc c'était pas un produit. Et nous, on disait, en fait, il y a un produit à fabriquer, mais il faut des ingénieurs en électronique, en bio, il faut un business plan, il faut de l'argent. Et donc nous, on leur a proposé un peu de s'associer et de faire sortir cette techno, la transformer en produit. Et en plus, il y a un besoin. Enfin, en gros, il y avait technologie et tuberculose, c'est la première maladie infectieuse du monde. Ça fait plus de morts que le VIH et la malaria réunis. L'OMS dit depuis 20 ans, faites-nous un test de portable de dépistage. Donc, on va s'associer, on va faire ça. Et c'est ce qu'on a fait pendant de 2020 à 2023. On est monté jusqu'à 25 personnes dans la boîte et on a fermé il y a 1 an exactement. J'étais au tribunal il y a 1 an. Pour déposer les statuts. Et pour finir de répondre à ta question, du coup, sur le podcast, quand on a fermé cette boîte, donc j'étais dans le truc écolo, j'avais essayé de comprendre d'où ça venait, et tu vois, on parlait de trucs... Le problème, c'est pas l'écologie, en fait. Tu parlais de spiritualité, le problème, c'est qu'on pense qu'à acheter, qu'on pense que ça rend heureux, c'est qu'on est... le problème de l'écologie, c'est juste un symptôme de on détruit la planète, mais en fait, c'est le vrai truc, c'est pas ça, quoi. Et donc, je m'étais dit, vas-y, il faut que tu partages ce que t'as appris, par les contacts, par les entrepreneurs, par les livres. Non seulement toi t'es plus heureux grâce à ce que t'as appris, mais en plus ça te rend plus écolo juste naturellement, quoi. Et je crois que c'est un livre de Arthur Rebeuve qui dit arrêtez d'être écolo, soyez heureux. Bon alors malheureusement parfois prendre l'avion ça rend méga heureux, hein. Voilà. Mais c'est un autre sujet beaucoup plus subtil, genre. Et donc je me suis dit génial Clément, t'es un génie, tu vas partager ça, trop bien. Bon après j'ai calmos en fait. T'as pas non plus toutes les clés. Et donc je me suis dit, vas-y, en fait, il y a ce côté trouver sa voie aussi qui est très dur. Je savais pas ce que j'allais foutre de ma vie. Je voyais plein d'autres autour de moi qui savaient pas ce qu'ils allaient foutre de leur vie. Donc je me suis dit, je vais aller trouver des gens qui sont heureux, enfin, qui ont l'air épanouis, qui ont trouvé leur voie. Mon but à la base, c'était de trouver des gens qui ont trouvé leur voie, qui ont un impact positif sur la société et partager leur histoire et leurs leçons et comment eux-mêmes arrivent à être un peu heureux, voilà, quoi. Comment tu définis le fait d'avoir trouvé ta voie ? Il y a un truc d'alignement, genre assez limite physique, tu vois. C'est tu te sens que t'es au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Et que quand tu fermes les yeux, genre tes problèmes qui viennent, c'est pas des putain, qu'est-ce que je fous de ma vie ? C'est en mode ok, demain qu'est-ce que je mange ? Enfin, non, ça c'est plus la méditation, mais c'est sentir que t'es au bon endroit au bon moment et que ce que tu fais a du sens pour toi, que ça te rend, ça te met en énergie, un côté se mettre en énergie, tu vois. Et je pense qu'elle évolue toute ta vie, ta voix. Hein. Genre, tu vois, ouais. Mais t'as pas l'impression que la plupart des gens se cherchent quand même ? Ouais, si. Mais c'est trop bien, c'est trop sain. Parce que on parlait avec ma mère, ce côté, ouais, mais là, les jeunes, vous posez trop de questions, mais tant mieux, en fait. Alors, tant pis si ça commence à te bouffer. C'est ça, parce que tout à l'heure, tu disais... Alors, c'est marrant, parce que t'as dit dans un premier temps... Ouais. Nos parents bossaient dans une boîte, ouais. Et puis au final, ils étaient pas si malheureux. Enfin, t'as dit quelque chose comme ça. Ouais. Et puis au final, on se demande, est-ce que t'es vraiment plus heureux quand tu cherches ta voie ? Parce que je suis aussi quelqu'un qui fait pas mal de vidéos de dev perso et qui disait qu'en fait, parfois, il vaut mieux accepter de faire quelque chose dans lequel on est bon, même si c'est pas forcément notre vocation, plutôt que de chercher ta vocation toute ta vie et finalement d'échouer parce que c'est dur en fait, ouais. de faire ce pourquoi t'es fait. C'est peut-être que la vie va te mettre des bâtons dans les roues aussi, peut-être que c'est pas si facile de rencontrer la bonne personne au bon moment pour te lancer, etc. Donc au final, est-ce que c'est pas un pari très risqué d'aller chercher sa voie parfois ?
Est-ce que c'est vraiment la facilité? Parce que souvent, tu vois, ouais, j'aime bien ce que tu dis. Tu vois, souvent dans les générations d'avant, il y a un côté, allez, va bosser, arrête avec tes trucs. C'est un peu comme si c'était la facilité. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur d'aller chercher sa voie et d'aller faire le. Moi, j'ai quitté le salariat, par exemple. Que le jour où tu quittes le salariat pour monter ta boîte, il y a plein de gens qui te disent, waouh, tu l'as fait, quoi. Ouais. Bah, ça demande du courage. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas. Trouver sa voie, ça veut pas dire devenir entrepreneur et monter sa boîte et être artiste, tu vois. Ça peut être, en fait, ce que le mec a. Enfin, ce que moi, je suis vraiment beaucoup plus dans un truc d'acceptation aussi, de si la vie aujourd'hui me propose un truc qui m'épanouit, tu vois, et bah, il y a un côté d'acceptation d'en trouver sa voie, et bien sûr que c'est dur. Voire même parfois, ça peut être négatif si c'est mal fait. Mais je pense que se poser des questions, au bout d'un moment, ça te permet de trouver... Enfin, genre, en fait, si tu te poses cette question, il faut pas la cacher. Tout simplement. Genre, en gros, si tu te poses pas de questions, tant mieux, hein. Il y a des gens, ils finissent à 80 balais, très heureux, ils sont jamais posé de questions de leur life, tu vois. Et en effet, peut-être que notre époque et notre société, c'est peut-être l'aspect un peu plus négatif du développement personnel, nous pousse à nous poser des questions. Attends, tu disais que tu t'es toujours posé beaucoup de questions, non? Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Mais on parlait de l'eczéma. J'ai eu de l'eczéma qui m'a fait souffrir très très longtemps dans ma life. Et ma question numéro 1, c'était comment je me libère de ce truc-là. C'était un fardeau. Genre, vraiment, c'était horrible. Autant internement que genre dans mes relations, tu vois. Je me sentais genre très différent. J'avais une peau de lézard. C'était horrible. Et donc, ma première question, ça a été ça. Et puis après, ma question, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Enfin, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois, souvent, on sort d'une autre... on est sur des rails. Jusqu'à 25 ans, 20 ans... sur des rails plus ou moins faciles d'ailleurs, hein. Avec le truc scolaire, si t'as pas des bonnes notes, t'as pas des rails trop faciles, c'est pas, t'es un peu niqué alors que t'as rien demandé, quoi. Et après, bah là, c'est quand même, allez, tu prends un premier travail parce que tes parents, parce que on t'a proposé un truc, et là tu te retrouves dans ce travail. Et si tu te retrouves à te poser cette question, c'est peut-être que t'es pas si bien dans ce travail. Et donc. T'avais des rêves, toi, quand t'étais petit? Non, ouais, être astronaute. Ah ouais? Ouais, je voulais travailler dans l'espace. C'est mon premier rêve que j'ai abandonné là récemment, en mode, ce sera pas pour cette fois. Ah, récemment quand même, donc tu l'as gardé longtemps. Ouais, de ouf. Et en plus, même pas, parfois j'écoute des podcasts avec des astronautes, je me dis, putain, tu pourrais être tellement astronaute, gros. Pourquoi pas? Et pourquoi pas, non, pourquoi pas. Faut pas lâcher. Si c'était ça le vrai changement d'air, finalement. Aller dans l'espace. Non, mais pour finir, je pense que se poser des questions, t'as raison. Faut pas aller titiller tout le monde en mode, attends, est-ce que t'es vraiment bien avec ta meuf? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais si t'as la chance d'être un peu accompagné ou d'avoir ce discernement, et la règle, enfin, il y a aussi une règle très importante, en effet, c'est aussi accepter, hein, toute ta vie, les paros, c'est impossible. Être conscient de ce côté, l'herbe est plus verte ailleurs. Et après, si t'as les clés pour discerner, alors c'est bien. Si t'es un peu jeté dans la gueule du loup, vas-y, maintenant, pose-toi plein de questions et vérifie si t'es heureux, là, t'es un peu plus dans la merde, je pense. Alors, je voulais te demander qui tu rêverais d'interviewer. On va parler un peu de la suite après, mais avant, je voudrais juste rebondir sur un élément qui me paraît intéressant. C'est toujours dans cette idée, évidemment, de changer d'air, de changer un peu d'époque et de voir les choses différemment. Il y a quand même une question qui est centrale et qui revient, c'est est-ce que on va y arriver, mais surtout, est-ce que on n'a pas un problème d'incarnation? Et est-ce que toi, comment tu te perçois? Est-ce que tu te perçois comme un messager, quelqu'un un chercheur, quelqu'un qui va répandre quelqu'un qui aurait expérimenté des choses et qui veut partager son expérimentation? Ou comment tu te perçois et quel est finalement l'objectif de ton podcast à ce niveau-là, quoi? Je l'ai jamais posé cette question. Je me perçois plus comme un chercheur que comme un messager. J'aime pas le mot messager. Même si... j'aime pas le messager. J'aime peut-être plutôt diffuseur que messager. Moi, je me perçois comme... J'ai eu la chance d'apprendre des choses qui me paraissent intéressantes. Et donc, si on peut les partager pour rendre service à des gens, et en plus, rendre service peut-être à la société, tant mieux. Mais je me vois plus comme un chercheur, un explorateur. En vrai, ce que je fais avec ce podcast, c'est aussi j'explore toutes les options possibles. Hein. On parlait d'égoïste tout à l'heure. Souvent, quand j'écris mon petit carnet, putain, un gros podcast, ça accroît, mais c'est pas facile, tu vois. Genre, ça demande des efforts. Je me réveille le matin. Parfois, je passe 4 heures à chercher des invités. Parfois, je passe des heures à essayer de publier sur LinkedIn. Ça me prend la tête. Hein.
Mais je me rappelle quand même que j'apprends trop de choses. Genre, j'ai beaucoup, beaucoup grandi en rencontrant ces 35 personnes. Chacune de ces personnes m'a transmis des trucs incroyables. Et souvent, et la conclusion que j'ai de ces 35 interviews, c'est, il n'y a pas un chemin. Lâche un peu prise aussi, parce que tu peux pas non plus tout maîtriser, genre, et fais confiance un peu aussi, quoi. Genre, un savant mixte entre sois optimiste et fais confiance, et les choses vont bien se passer. Et ma croyance, c'est que si t'es dans ces états d'esprit, en effet, ça peut se faire. Et en même temps, quand même, fais attention, pose-toi les questions, et quand tu te lances dans un truc, genre, prépare-toi, quoi. Je porte l'exemple le plus récent, et en fait, c'est le truc le plus important que j'ai appris dans la startup. Dès que tu fais quelque chose de nouveau, regarde ce que font les experts. Et plein d'experts différents de tous les milieux, pas que occidental, tu vois. Et l'exemple le plus récent, c'est le mariage. Je vais me marier. Bah, j'ai envie de savoir c'est quoi les secrets du mariage, quoi. Et la plupart des réponses, souvent, c'est bah gros, la plupart des gens, ce qu'ils me disent, le premier secret, ça va être la merde. Genre, enlève-toi de la tête tout de suite que ça va être génial, ça va être la merde, et donc sois prêt à ça, et vis-le aussi de façon bien, sois ok que ce soit un peu la merde dans ton truc, quoi. Et ça me fait trop marrer. Ça peut accepter les aléas, quoi. De malade. Et tu parlais de prendre la tête à savoir qui tu veux interviewer. Est-ce que tu as des rêves de personnalités justement que tu aimerais interviewer, ou enfin de personnalités ou non d'ailleurs, hein. Est-ce qu'il y a des profils ou des gens précis que tu rêves d'interviewer? Comment tu vois la suite à ce niveau-là? Le nom qui me vient en tête, c'est Zao de Zagazan. Parce que j'adore ses sons et qu'il a l'air très perché. Enfin, j'aurais là un espèce de truc de je suis une artiste de malade et en même temps je suis pas une star, et je reste très terre à terre. Ça, je la trouve vraiment très cool et j'adore ses sons. Après, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Comment tu sélectionnes les gens que tu interviews? Je les croise, la plupart j'ai lu des livres, en mode je trouve ce livre incroyable et donc j'envoie un message. Il y a quelques moments où je trouve des thèmes qui m'intéressent. Là en ce moment je suis sur un thème un peu, ils ont beaucoup ça aux États-Unis. J'ai 2 thèmes qui me passionnent en ce moment, c'est le côté, on parlait de civilisation. Comment est-ce qu'on peut, enfin, à quoi on peut croire comme futur et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour réellement. Et l'autre thème, c'est le côté, comment on dit, pas l'émergence, manifester. Aux États-Unis, ils ont beaucoup ce truc-là, en fait, manifeste dans ta vie. Mais c'est lié à si tu crois, les choses vont arriver, hein. Mais il y a tout un pan, et même de physique, en fait, genre, vraiment, il y a des études scientifiques qui montrent, j'ai pas encore assez creusé le sujet, mais, si tu dis, vas-y, demain, je veux dans les... C'est même pas une côté de temps, mais je veux ressentir ça, je veux vivre ce genre d'expérience. Ce que la loi de la manifestation, je suis pas encore sûr de sa réalité, même si plein de gens utilisent, moi, ça marche très bien pour moi. Tu peux manifester des trucs dans ta vie. C'est un peu l'équivalent de la prière. Mais sur un modèle beaucoup plus, généralisable, pas simplement je prie Dieu, il m'amène les trucs, c'est vraiment, je manifeste d'une certaine manière ce que je veux arriver. Et donc, j'aimerais beaucoup creuser ça, voir si c'est possible. T'es PNL un peu. Ouais, un peu PNL, mais encore plus genre en mode vraiment, ça va, ouais, un peu PNL. Pour ceux qui connaissent pas PNL, c'est programmation neurolinguistique. Tu peux m'expliquer? Je connais pas bien la PNL. Ouais, c'est le fait de conscientiser ce que tu aimerais qui pourrait arriver, et en fait le fait de conscientiser et de bien penser une action la fait se produire, en fait. Ok. Un petit peu. Ouais, et bah c'est un peu ça. C'est un peu ça avec un côté encore plus mystique, quoi. Ouais, c'est ça. Plus américain. Plus américain, exactement. Et autres, PNL, j'aimerais bien les interviewer dans Changer d'air, même si c'est pas exactement le type, mais ils ont une histoire à ça. C'est 2 frères quand même, ils parlent quasiment que d'amour entre 2 frères, ils parlent des violences qu'ils ont vécues, ils parlent du fait qu'ils ont de la haine en eux et qu'ils se battent contre ça. En plus, j'adore leur son, ça me fait vraiment kiffer. Ce qui est intéressant dans ton podcast, c'est qu'en fait, tu englobes vraiment, tu peux interviewer tout le monde, en fait, parce qu'on est tous acteurs de ce changement d'air, donc finalement, tout fait sens, en fait. De ouf. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire là à des gens qui auraient envie de rejoindre l'aventure, changer d'air, peut-être en te soutenant financièrement, ou en prenant part tout simplement de cette aventure, en bénéficiant peut-être de ton audience.
on a une belle audience, une belle communauté de gens qui se remettent en question, qui ont envie de un peu creuser. Donc si vous avez des projets qui proposent ce genre de choses, et là les dernières choses sur les newsletters auxquelles je suis abonné, c'est des gens qui proposent d'investir dans des forêts, qui proposent d'investir dans des projets différents, ou simplement des projets. On a fait un épisode avec Anthony Loreka, donc qui dit, moi je propose des produits sur lesquels j'ai vraiment creusé, si c'est des produits à impact positif et négatif pour l'environnement, tu vois. Donc si vous avez des projets comme ça et que vous vous dites l'audience de Clément, je pense, de podcast Changer d'air, où cette communauté, elle pourrait être intéressée par moi, contactez-moi. Vraiment, et trouvons une manière de collaborer. Et si vous êtes un auditeur, moi j'ai besoin de retours, j'ai besoin d'idées. J'aime beaucoup les retours positifs, ça me donne beaucoup d'énergie. Mais j'ai aussi besoin de critiques. J'adore quand on me dit des critiques. Genre, Clément, tu dis tout le temps trop chouette, c'est un peu chelou, quoi. J'ai besoin de critiques, j'ai besoin d'idées. Si vous avez des idées d'invités de ouf, c'est comme ça que mes meilleurs invités, enfin pas mes meilleurs invités, mais les invités que j'adore, c'est yo, tu devrais contacter ce gars-là, ou salut, intro, je te fais une intro, et là, paf, on discute, et c'est toujours trop bien, parce que quand quelqu'un te donne un conseil, c'est toujours de leur embarque, quoi. Donc, si vous voulez partager l'audience, la communauté, partagez le podcast, partagez on parlait de se poser des questions, donc si vous êtes déjà dans le truc de se poser des questions, écoutez les différents parcours, quoi, partagez-les. Il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre, il y a beaucoup de clés, et c'est des histoires aussi intéressantes, quoi. Enfin, c'est des histoires qui enrichissent et qui donnent honnêtement du sourire. Je pense que j'ai beaucoup changé ma manière de voir le monde grâce à ces 35 personnes qui en fait ont passé tout leur temps et leur énergie à essayer de changer le monde et que ça les rend trop heureux. Donc ça me donne tellement d'espoir. Je me dis, mais en fait déjà s'ils l'ont fait, moi je vais pouvoir le faire. Et j'espère qu'on peut se le faire à plein, quoi. Ok, et si t'avais un épisode à recommander à nos auditeurs, juste après celui-ci évidemment. C'est dur ça. Si il y en a, vas-y, il y a plusieurs thèmes. Si vous êtes dans un mood entreprendre, genre j'ai envie de me lancer, il y a celui avec Éric Langrenier, je vais dire ça parce que c'est mon mentor, c'est lui qui c'est mon maître Jedi, comme je le dis, c'est l'épisode avec Éric Langrenier qui s'appelle Les clés de l'entrepreneuriat. Si vous êtes sur un mood où va la civilisation, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance, un peu de la discussion qu'on a eu le tout premier épisode avec Aurélie. Il a le problème de pas avoir un très bon audio, mais franchement, Aurélie est très puissante. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, bah écoutez, on vous laisse là-dessus. Merci Clément. Je peux dire un des trucs. Celui, j'ai eu très très bon retour sur celui sur le couple. Si vous êtes en couple ou que vous avez des questions sur relations sexuelles, tout ça, il y en a un avec une thérapeute de couple, sexologue, qui m'a fait du bien à 500 personnes autour de moi qui m'ont tous dit que j'aurais tellement dû l'écouter à 18 ans ou même à 15 ans. Donc franchement, celui-là, il faut le coup. Merci Clément. Merci à toi Julien. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, pendant cette période de Noël, j'aimerais te demander un petit geste. Si l'épisode t'a plu, ou si t'as un autre épisode qui t'inspire particulièrement, pense à le partager. Donc ma demande, c'est que t'envoies cet épisode à un ami, ou d'ailleurs à plus, à un ami genre qui cherche sa voie, tu sais, qui traverse une période de doute, qui a besoin d'un peu de force et d'inspiration. Ça pourrait l'aider, déjà, ça pourrait envoyer un peu des ondes positives, mais ça peut aussi m'aider à faire grandir le podcast. Donc merci pour tout le soutien et à très vite pour le prochain épisode.